d'abondance, où la nature déborde de générosité pour ses habitants. Vous entrez maintenant en pays de Cocagne. L'un de ses villages emblématiques, c'est Lautrec. Charlemagne lui-même se serait arrêté ici, séduit par la beauté du site. Entre architecture et gastronomie, vous allez voir que ce petit bourg médiéval recèle bien des surprises. Françoise habite ici depuis plus de 30 ans. Commerçante dans le bourg, elle connaît chaque recoin de Lautrec. Le meilleur endroit pour découvrir son village selon elle, c'est le point culminant de la cité. C'est ici qu'elle va vous le présenter avec son amie Vanessa, tarnaise d'adoption et guide touristique dans le village. J'aime dire à tous les gens qui viennent et qui le découvrent pour la première fois, perdez-vous, laissez-vous aller au gré de vos envies dans les ruelles de Lautrec, flânez, imprégnez-vous de l'ambiance, de la douceur de vivre. Lautrec, c'est beaucoup de patrimoine, déjà de par ses petites ruelles étroites, ses maisons avec une architecture atypique. Ces maisons à pans de bois du XVIe siècle, c'est ce qui fait le charme de Lautrec. Mais à y regarder de plus près, vous pourrez trouver bien d'autres raisons de vous balader dans ce haut lieu de l'arrière-pays tarnais. Ici, qui est quand même la butte de la Salette avec un calvaire qui a été érigé en 1864, un moulin à vent qui est encore en fonctionnement. Et voilà, Lautrec, un village authentique, je pense que c'est le mot qui le décrit le mieux. Comment ne pas donner raison à Vanessa? Quand vous aurez passé la porte de la Caussade, qui marque les anciens remparts, vous vous laisserez certainement séduire par ces petites places typiques. Et sous les toits de tuiles rouges, vous saurez peut-être lire entre les lignes de l'histoire. Tu sais ce que c'est, Françoise, cette tour-là qu'on aperçoit? A priori, je dirais que c'est un pigeonnier. C'est ça, voilà. Il faut savoir que dans le Tarn, on en compte quand même près de 1700. Donc ce grand nombre s'explique par deux raisons. La première, c'est qu'au début, partout en France, le droit d'avoir un pigeonnier était simplement réservé à la noblesse et aux seigneurs. Mais ici, dans le sud de la France, on a un conseiller au Parlement de Toulouse qui, en 1682, propose d'octroyer ce droit à toute la population. Donc ça a été quand même un grand progrès. Et donc la deuxième raison, tout simplement, on utilisait la colombine comme engrais. C'était très efficace et surtout peu cher. La colombine, ce sont les excréments des pigeons. Un engrais très recherché à l'époque pour la culture du pastel. Et il y avait énormément de culture de pastel voilà, dans la exactement, région. On est quand même dans le triangle bleu Toulouse-Albi-Carcassonne, donc on est quand même un pays de cocagne. Car l'expression « pays de cocagne » tient son origine de la culture du pastel. Une plante tinctoriale dont on extrayait la couleur bleue. Certains locaux, comme Françoise, l'ont depuis peu remis au goût du jour, dans la plus pure tradition d'un savoir-faire régional. Ici, vous êtes en pays de cocagne. La cocagne, c'était une boule de feuilles de pastel séchées. Et c'était vraiment le mode de conservation et surtout de transport. Ça permettait de le transporter et on pouvait commercer ainsi dans toute l'Europe. C'était un commerce qui était extrêmement florissant. Les marchands pasteliers étaient plus riches que les rois. Dès le XIIIe siècle et jusqu'à la Renaissance, le pastel était la seule source de bleu en Europe. Cette petite boule a donc fait la fortune de plusieurs générations de Lautrécois. C'est sous cette forme qu'elle partait pour être transformée dans les pays acheteurs, selon un processus assez original. Arrivée à destination, la cocagne était broyée pour être ensuite mise dans des bains d'urine humaine. Il existait d'ailleurs un métier qui s'appelait pisseur. Et les hommes étaient vraiment très très bien payés pour l'époque. Et en plus de ça, on les faisait énormément boire pour que l'urine soit bien chargée en ammoniac. On leur faisait boire des boissons alcoolisées et ils étaient ravis. Pour eux, c'était double paye. Sorti du bain de pastel, le tissu est vert. C'est au contact de l'air que le fameux bleu pastel se révèle. Si vous passez par la boutique de Françoise, dans le centre de Lautrec,
n'hésitez pas à lui demander une petite démonstration. Et profitez-en pour faire le plein de spécialités à l'ail, son magasin en regorge. Car l'autre richesse du village, c'est l'ail rose. Le vendredi matin, c'est marché à l'ail à Lautrec. T'as fait le prix déjà? Ah bah oui, là j'ai fait les prix, oui. Je t'ai vu arriver, tu comprends, alors... Dédié aux professionnels, vous pourrez tout de même y faire un tour pour vous imprégner de l'ambiance pittoresque qui règne ici lors des négociations. Oh non. Pourquoi non? C'est un peu un jeu aussi. Voilà, le négociant il passe, il essaye de tirer le prix vers le bas, bien entendu. Mais souvent, là, comme ce matin, là, il y a un négociant qui m'a donné un prix, et puis il est parti, parce que j'ai pas voulu. Et quand il est revenu, il m'a dit, t'as vendu? Oui, oui, j'ai vendu. Ah zut, alors si j'avais su... Il a été trop gourmand. Voilà, mais il a joué, il a perdu. Il a joué, il a perdu. Voilà. Mais quand ils arrivent sur le marché et qu'ils promènent le carnet et qu'ils n'achètent rien, alors là, c'est nous qui faisons la gueule, parce que... Mais ne vous y trompez pas, l'ail de Lautrec, ce n'est pas que ce petit marché. Sa réputation dépasse les frontières, puisqu'il est très apprécié en Allemagne et en Suisse. Salut Gaël. Salut François, ça va? En plein travail. Eh ouais. Gaël produit le petit bulbe rose depuis 13 ans. Vous allez voir que ce qui rend son ail si spécifique est dû à un petit détail qui fait toute la différence. L'ail rose de Lautrec a une particularité, c'est que c'est un ail à bâton. On dit un ail à bâton, il y a une hampe florale, vous voyez. Donc la tige est très rigide et on ne peut pas le tresser comme d'autres types d'ail. Donc en fait, on va l'attacher à la ficelle et cette action-là, ça s'appelle amanouiller et on va faire une manouille. Mais la manouille ne fait pas tout, car l'ail rose a bien d'autres atouts. L'ail de Lautrec, c'est vraiment le seul, l'unique à conserver de récolte à récolte, une année complète. Et vraiment, chaque année, il tient ses promesses. Et l'autre particularité qui lui doit le label rouge, c'est sa saveur. Il est à la fois doux et très parfumé. Les grands chefs le recherchent, les connaisseurs le recherchent. Voilà. Ce petit ail rose n'est décidément pas comme les autres. Ici, c'est une institution et bien plus encore. Ah ben t'es, voilà Canaille, Ah ben voilà, Canaille. notre mascotte. Elle est belle, hein? Bon, Canaille parle pas beaucoup. Plus que de longs discours, c'est dans l'assiette que vous jugerez le mieux les vertus de l'ail rose. À Lautrec, le petit condiment est souvent une affaire de famille. Thierry, le frère de Gaël, tient un restaurant situé un peu à l'écart du village. C'est dans son établissement que vous pourrez goûter la meilleure soupe à l'ail, la spécialité locale dont la recette lui vient de sa grand-mère. Tu vas me le mixer, cette taille. Mais oui, je vais le mixer parce que tu comprends bien que... oui, je alors... sais que mamie, à l'époque, elle nous faisait ça avec des grains entiers. Elle l'avait appris à ma mère. Je sais que toi... Avec le grain entier. Ouais, je sais Confit bien, dans le bouillon, c'est ça qui est bon. Elle est très très bonne aussi mixée, je dis pas. Mais bon, moi j'ai la nostalgie de mon enfance. Bon, allez, je pense que ça me fera. Tu as terminé parce que j'en ai fait 3, tu n'en as fait qu'une quand même. Je trouve que... Non, mais là tu charries. Hein. Donc, autrefois ma grand-mère c'est pareil, quand elle faisait la soupe, on te servait la soupe comme ça, sans vermicelle, sans rien. Alors on mettait des croûtons de pain dedans, du pain aillé, des trucs comme ça, c'était sympa. Mais moi quand je la sers, je mets des pâtes. Moi aussi, je te rassure. Voilà. Là-dessus on est d'accord. Ah, tu vois, quand tu veux, tu peux. Dans ce bouillon à base d'ail, mixé ou non, on ajoute donc du vermicelle, mais aussi des blancs d'œufs et un élément inédit dans une soupe, de la mayonnaise, à incorporer avec une extrême délicatesse. Ensuite, on prend de l'eau froide, et c'est là, le petit secret, c'est qu'on rajoute de l'eau froide. Ça nous permet d'avoir un bouillon tiède. Parce que, tout simplement, je prends le bouillon, hop, et je le mets dans ma maillot. Au fur et à mesure, la maillot prend la température du bouillon. Bien sûr. Ce qui évite à la mayonnaise de se brosser. Ouais. Se brosser, ça veut dire qu'on a le jaune d'œuf qui se délite de la moutarde et de l'huile. Et alors après, c'est vraiment immangeable. La soupe à l'ail rose est prête. Françoise et Thierry ont convié Gaël pour la goûter.
Même si à eux trois, ils en ont déjà dégusté quelques centaines de litres, ils semblent apprécier l'assiette du jour. C'est le but quand même. Déjà gamine, j'adorais ça. On va dire qu'on est des petits Astérix et Obélix. Ben oui, On est tombé dedans étant un petit, donc... Nous quittons maintenant Lautrec et son ail pour vous amener